Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, une perte annuelle de 1,3 milliard de francs CFA causée par la vente de médicaments contrefaits. Ce montant représente 25% du chiffre d'affaires du secteur. C'est la mutualisation des efforts pour vaincre ce mal. Un accord signé entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Une autre mutualisation des efforts, cette fois pour faciliter la formation des jeunes. Le ministère de l'Enseignement technique et des partenaires lance la première promotion de l'école de la deuxième chance, un programme d'apprentissage qui vise à recenser, former et insérer la jeunesse. Ces jeunes auront donc des compétences afin de se prendre en charge. L'université Peleforoban Coulibaly de Korogo veut compter parmi les meilleurs. Elle se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Il est mis en place un pôle de tutorat. Ce cadre permanent permet d'accompagner les étudiants dans le parcours académique, une expérience qui porte ses fruits depuis sa mise en œuvre en 2017. Le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, arrêté après 30 ans de cavale. Figure de la Cosa Nostra, il avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. La vente de médicaments contrefaits représente 25% du chiffre d'affaires du secteur en Côte d'Ivoire. Le pays perd donc plus de 1,3 milliard de francs CFA par an. Des informations révélées ce lundi à la signature de l'accord entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Comité national de lutte contre la contrefaçon. Une collaboration donc pour arriver à bout de ce phénomène. Dangui. La contrefaçon, ce n'est plus un secret, touche quasiment tous les produits, menace la santé et la sécurité des populations, ainsi que l'économie des États. La contrefaçon fait perdre à la Côte d'Ivoire au moins 1,3 milliard de francs CFA par an, selon le ministre du Commerce. C'est pour mieux organiser la lutte contre ce phénomène que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Comité national de lutte contre la contrefaçon ont décidé de faire la synergie de leurs expériences et de leurs compétences dans le cadre d'un accord administratif signé ce lundi sous le regard de 2 membres du gouvernement en première ligne dans la lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon cause d'énormes pertes à l'industrie culturelle et tue la créativité. C'est pourquoi la protection des droits de propriété littéraire et artistique est inscrite au cœur des préoccupations de l'État. À partir de l'évaluation des saisies effectuées par le CNC depuis quelques années, le coût du non-respect de la propriété intellectuelle est estimé à 1,3 milliard de francs CFA par an pour l'économie nationale. D'ailleurs, ce chiffre ne représente qu'environ 10% des produits de contrefaçon en circulation sur le territoire national. La signature de cet accord administratif fait le lit à une coopération stratégique entre la HABG et le CNLC dans la lutte contre ce phénomène, a fait observer Ngolo Coulibaly. Au-delà des échanges d'informations entre nos entités et mus aussi par nos volontés reflétées dans cet accord, il n'est pas excessif de penser que pour certains cas complexes, des équipes conjointes de la HABG et de la CNLC seront mises en place pour l'instruction de ces cas difficiles. Selon les chiffres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la vente de médicaments contrefaits représente 25% du chiffre d'affaires du secteur en Côte d'Ivoire. Une fonction publique de qualité, c'est l'objectif assigné par la ministre Anne-Désirée Ouloto à ses collaborateurs. Ces derniers, au cours de la rentrée solennelle du cabinet, ont été mis en mission. Elle a aussi dressé le bilan et les perspectives pour cette année 2023. Franck Wadio. 80% comme taux d'exécution. L'objectif fixé et réalisé par le ministère de la fonction publique en 2022. C'est ce qui ressort du bilan dressé par le directeur du cabinet. Pour Nassere Kaba, plusieurs actions sont menées pour l'amélioration de la gouvernance du service public. Nous pouvons noter, entre autres, l'adoption et l'exploitation de 28 procédures, l'organisation des journées de la fonction publique, la bonne tenue des concours administratifs ainsi que ceux d'accès à l'ENA, la conduite réussie du dialogue social avec les partenaires sociaux qui a favorisé la signature
d'un protocole d'accord portant deuxième trêve sociale sanctionné par des décisions historiques et inédites du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Des acquis à consolider, consignés dans ces documents comportant les lettres de mission ou feuilles de route remises par la ministre Anne-Désirée Oloto à ses proches collaborateurs. Ces documents nous précisent nos objectifs de performance et nous rappellent nos obligations éthiques et déontologiques. L'ambition affichée est de réaliser, au titre de l'exercice 2023, nos objectifs à un taux de 100%. 2023 s'ouvre avec de nouvelles perspectives. La qualité du service public est, au dire de la première responsable du ministère de la fonction publique, l'une des recommandations du chef de l'État. Il s'agira donc pour nous de renforcer la gouvernance en persévérant dans notre choix de la gestion axée sur le résultat. Il nous faudra également achever la mise en place et l'opérationnalisation de la nouvelle politique de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. L'accélération des processus de mise en place des répertoires des emplois et compétences et des documents de profilage et de codification des postes PCP. Selon la ministre Anne-Désirée Oloto, les missions de terrain devront aussi servir d'opportunité pour assurer une plus grande proximité avec les fonctionnaires et agents de l'État en activité à l'intérieur du pays. Voyons le même exercice du bilan et des perspectives au district d'Abidjan. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé a rencontré le personnel. Il a fixé le cadre des actions à mener cette année. Amidi Arasouba, Éric Goré. Le district autonome d'Abidjan promet pour 2023 renforcer sa politique sociale en faveur des populations et cela passe forcément par l'autonomisation des femmes et des jeunes, permettant également leur insertion rapide dans le tissu social. Avec en projet l'accroissement du dispositif sanitaire et éducatif. L'année 2023 étant décrétée par le président de la République année de la jeunesse. Le district autonome promet donc s'investir à fond dans cette vision du président. Permettez-moi de relever, dans le cadre de vos actions en faveur du personnel, la promotion d'un certain nombre d'entre eux à des postes de responsabilité. Cette promotion a été vécue et continue de l'être d'ailleurs par le personnel concerné, au-delà des critères de choix qui vous sont propres, comme la reconnaissance de l'effort et du goût du travail bien fait. Robert Begré-Mombé est donc à l'œuvre pour le bonheur des populations du district dont il a la charge. À partir de cette année, nous allons innover. Abidjan va changer. Abidjan change, vous le voyez. Mais quand, avec la BAD, nous allons planter des arbres partout à Abidjan, quand vous verrez des jardins qu'on va ériger dans tous les carrefours, vous serez fiers de votre ville. En chaque fin d'année, nous allons récompenser les meilleurs d'entre nous. Je voudrais dire à la jeunesse ivoirienne, nous allons célébrer ce que nous appelons les jeunes entrepreneurs émergents Alassane Ouattara. Ils sont plus de 200. Ils sont intelligents. 22 agents ont vu leur mérite reconnu. Ces agents se sont distingués au cours de l'année 2022 par leur travail bien fait. Les mécanismes aussi se mettent en place pour faciliter la formation des jeunes. Ce lundi, le ministère de l'Enseignement technique et des partenaires ont organisé le lancement de la première promotion de l'école de la deuxième chance, un programme d'apprentissage qui vise à recenser, former et insérer la jeunesse. C'est une alternative pour ceux qui ont quitté le système éducatif. Wilfried Kwa, Franck Dio. L'école de la seconde chance se met en place. La possibilité à tous les exclus du système scolaire d'être réinsérés. 16 jours donc de rentrée pour les apprentis de la première cuvée. Je salue sa vision parce que ça arrange toute personne sans espoir. Pour moi, ce n'est pas une deuxième chance, mais c'est une première chance. Elle s'offre à nous pour une toute première fois. J'exhorte à pérenniser l'initiative par leur travail. Parce que c'est à partir de nous qu'on pourra avoir d'autres promotions, d'autres générations. Ils sont 4000 à bénéficier au niveau national de cet outil de formation dans plusieurs filières.
aide comptable et déclarant en douane, entre autres, le tout dans une période de formation théorique et pratique dans plusieurs entreprises partenaires. Nous sommes là dans le cadre de l'école de la deuxième chance, une vision de Monsieur le ministre qui donne la chance à tous ceux qui n'ont pas pu avoir une première chance d'avoir une deuxième chance, afin d'apprendre un métier et de s'insérer dans le tissu socio-professionnel. Il s'agit des formations que nous allons faire en alternance avec l'entreprise. Les apprentis qui ont été recrutés vont recevoir une formation théorique au niveau de l'établissement. Cette formation théorique représente 25% du temps de formation et ensuite on les met en entreprise et ils vont donc subir 75% du reste du temps. Nous attendons donc de nos apprenants qu'ils soient très assidus, qu'ils soient consciencieux, suivent parfaitement cette formation parce que c'est des formations qui vont leur permettre de s'insérer dans le tissu social. Ce projet école de la seconde chance, à la réalité, un projet de réinsertion s'exécutera durant 8 mois dans plusieurs localités telles Abidjan, Abengourou et Bongouanou. On reste dans la formation avec cette ambition affichée de l'université Peleforo-Bon Coulibaly de Korogo qui veut compter parmi les meilleurs du pays, un pôle sous-régional d'excellence. Elle se donne donc les moyens d'atteindre cet objectif. Il est mis en place un pôle de tutorat. Ce cadre permet d'accompagner les étudiants dans le parcours académique. Une expérience qui porte ses fruits depuis sa mise en place en 2017. Une fierté pour cette université, comme vous pouvez le voir dans ce reportage de Diana Toubé. Au premier banc de cet amphithéâtre de l'université Peleforo-Bon Coulibaly de Korogo, des étudiants qui ont accepté de suivre un cours, un jour férié. Face à eux, dans le rôle d'enseignant, un autre étudiant de niveau supérieur. Sa tâche est d'aider ses cadets à avoir une meilleure maîtrise des fondamentaux de leur formation. Il fait partie de l'équipe de bénévoles composant le pôle de tutorat de l'université Peleforo-Bon Coulibaly. Son appellation officielle, pôle d'encadrement des étudiants. C'est une cellule qui accompagne généralement les étudiants en difficulté. Et des professionnels sont à leur disposition pour les accompagner dans tout ce qu'ils ont comme difficulté, que ce soit au niveau social ou au niveau académique. Et ça a été validé par le directeur du CRU. Le concept de pôle de tutorat répond à une exigence. L'encadrement et l'accompagnement des étudiants tenant compte des différentes spécialités. Ainsi, selon un programme bien établi, tuteurs et tutorés se donnent rendez-vous en amphi, en salle de travaux dirigée ou sous les préaux, de jour comme de nuit, dans la perspective pour les tutorés de mieux assimiler les cours et les travaux dirigés. La première année, quand nous sommes arrivés, il y a eu des présentations avec les aînés. Ils nous ont présenté ce que c'est le pôle de tutorat et on a trouvé ça assez intéressant. Et dès que j'ai adhéré au pôle de tutorat, j'ai vu que mon niveau a été rehaussé. J'arrive à valider mes matières à la première session. J'ai eu la chance de bénéficier de ce programme depuis 2016. Et après ma soutenance du Master 2, j'ai jugé nécessaire de venir apporter ma gratitude, n'est-ce pas, à ce programme. Et l'an dernier, je vous assure que les résultats étaient vraiment formidables. Où on avait en licence 1, on avait 41 étudiants inscrits qui participaient, n'est-ce pas, au pôle de tutorat. Et ces 41 étudiants-là ont validé à la première session. Le tutorat au pôle d'encadrement des étudiants, une innovation majeure, introduite à l'université Peleforo-Bon Coulibaly depuis 2017, dans un contexte de franche collaboration entre les deux administrations de cette université, la présidence et la direction du CRU, Centre régional des œuvres universitaires. Une initiative conjointe qui vise essentiellement les étudiants de la licence 1 au Master 1, qui constitue la frange pour laquelle l'accompagnement social, psychologique et académique est plus que nécessaire. Nous traitons cas par cas les problèmes des étudiants et nous les acheminons à qui de droit. Le plus grand problème qu'on a résolu, c'est la restauration. Avant la restauration, c'était vraiment difficile. Si la présidence de l'université Peleforo-Bon Coulibaly de Korogo offre les moyens humains, notamment les enseignants, doctorants et auditeurs de Master 2, recrutés parmi les meilleurs, le Centre régional des œuvres universitaires, pour sa part, apporte le financement nécessaire à la mise en œuvre du pôle d'encadrement des étudiants. Le CRU met également à disposition la cité universitaire où les résidents sont placés dans les conditions et dispositions idéales pour produire les meilleurs résultats aux examens. On avait remarqué que les quelques syndicats qui se battent
pour le contrôle de la cité universitaire, logeaient même des fonctionnaires nouvellement arrivés, logeaient même des petits commerçants. Et donc, on ne savait plus où loger les étudiants. Ce qui est bien à saluer, c'est le fait qu'il a pu contrôler les cités universitaires. Tous les étudiants adhèrent à la manière dont nous gérons la cité universitaire. Nous, en tant que pères et éducateurs, il faut que, en l'absence des parents légaux, nous puissions les aider à mûrir, à grandir et à s'assumer. Et il y a la collaboration entre le côté social et le côté académique. Cette collaboration déjà fait un ensemble d'éléments pour la réussite d'un étudiant. Au-delà de donner aux étudiants les moyens de réussir brillamment leurs examens, le pôle d'encadrement des étudiants œuvre pour leur insertion dans les entreprises privées et les services publics pour des stages de perfectionnement. Il ambitionne également de se positionner comme un incubateur de l'élite ivoirienne. Le ministre de la Santé était au CHU de Cocody, Pierre Demba, a visité plusieurs services, notamment le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, le Centre des Grands Brûlés et le SAMU. Il s'imprègne du dispositif de prise en charge des malades. Il annonce un soutien plus important à ces structures afin d'améliorer le service rendu aux populations. Frédéric Oulaï, Franck-Ouadion. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, en visite de travail au centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Au pas de course, le tour du propriétaire est fait et sont passés en revue le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, le service d'aide médicale d'urgence au SAMU, le Centre des Grands Brûlés et le service d'hospitalisation et d'accouchement du CHU en réhabilitation, sans oublier le nouveau bâtiment. Une visite attendue par les responsables et personnels de santé. Mes préoccupations, c'est d'abord l'insuffisance des centres de dialyse et des postes de dialyse pour la prise en charge des patients. Il y a des périodes où même nous avons un taux d'occupation des lits à 140%, c'est-à-dire le service de réanimation qui reçoit normalement 6 lits peut aller jusqu'à 9-10 lits. Vous voyez, et donc ça veut dire que la capacité du centre commence à poser problème. Nous allons réfléchir à d'autres stratégies, par exemple ouvrir d'autres structures ailleurs. Une visite pleine d'enseignements, l'accès aux soins, les infrastructures sanitaires. Le ministre Pierre Demba rassure quant à l'engagement du gouvernement à améliorer l'offre de soins. J'ai profité donc de la journée pour me faire une idée donc, de notre capacité de prise en charge et m'assurer que les travaux tels que programmés se déroulent bien. Il y a un programme important de plus de 1000 milliards qui s'exécute. Aujourd'hui, on a autour de 60% d'exécution. Des ESPC, qui sont des établissements de premier contact, qui administrent des soins de santé primaires, sont en train d'être construits un peu partout. Donc on est en train donc, de mettre en place le véritable plateau pour accueillir les malades. Avec la sortie de terre de ce bâtiment, en attente d'équipement au sein du CHU de Cocody, la mise en service du CHR de Mans et l'hôpital général de Danané, proposant des spécialités diverses, le gouvernement traduit en acte son ambition visant à la mise en place d'un système de santé performant. Dans l'actualité politique, Kandia Camara défendra les couleurs du RHDP à l'élection municipale de 2023. Un choix de la direction du parti soutenu par l'ensemble des secrétaires départementaux à Abobo. Vous le verrez, avec Abou Sanogo, les militants s'engagent à faire triompher leur candidate dans la commune. Ambiance des grands jours au siège du RHDP d'Abobo. Les secrétaires départementaux et les militants du RHDP apportent leur soutien à Kandia Camara suite à sa désignation en tant que candidate tête de liste du parti aux élections municipales de 2023 dans leur commune. Nous avons été heureux et soulagés de constater que la haute direction de notre parti, avec à sa tête son Excellence Alassane Ouattara, a consacré nos vœux et souhaits individuels et collectifs en vous choisissant pour porter l'étendard du RHDP à Abobo. Kandia Camara a rendu hommage au président du RHDP, Alassane Ouattara, pour sa confiance renouvelée et a sollicité le soutien de tous les militants. Quand on vous désigne pour être le porte-étendard, le porte-drapeau d'une équipe,
Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est toujours pas facile. Parce que c'est une équipe qu'on doit conduire à la victoire. Pour ce faire, on a besoin du soutien de tout le monde, de l'ensemble des cadres, mais aussi des militants du parti. Tous les secrétaires départementaux, animateurs des structures du parti et militants ont pris l'engagement de se mettre en rang de bataille aux côtés de leur candidate Kandia Camara pour remporter cette échéance électorale. Dans l'est du pays, les cadres de la région du Morono sont reconnaissants aux actions de développement initiées par le président de la République. À l'initiative de l'inspecteur général d'État, Wandoli, ils ont exprimé leur gratitude au chef de l'État, Michel Digri. Le Morono reconnaissant au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement au service des populations. La région a connu ces dernières années de nombreux chantiers d'aménagement, de réhabilitation de routes, de construction et de rénovation de centres de santé, d'écoles, de châteaux d'eau et d'électrification qui ont changé le visage de la localité. L'occasion pour les cadres et élus d'exprimer leur gratitude à un fils de la région, l'inspecteur général d'État, pour son plaidoyer en faveur du développement de cette région auprès du président de la République et son action constante pour la préservation de la cohésion sociale dans le Morono. Vous devez être fiers de lui. Je pense qu'il a une belle carrière derrière lui et il va continuer aux côtés du président Alassane Ouattara à travailler jour et nuit pour que le bonheur arrive ici dans la région du Morono. L'homme que vous honorez ce matin aime profondément cette région, le Morono, la terre de ses ancêtres. Car pratiquement, chaque fois que nous nous rencontrons dans le cadre de nos activités professionnelles ou politiques, chaque fois qu'il me passe un coup de fil, il ne manque jamais de m'interroger sur les projets que nous avons pour le Morono. Pour Théophile Wandoli, cette célébration est surtout un hommage au président Alassane Ouattara, homme de vision et de développement. Toute la Côte d'Ivoire doit dire merci au président Ouattara. À cet homme providentiel, lui, et je le répète, je le redis, le président Ouattara, que beaucoup de pays africains et dans le monde auraient souhaité l'avoir comme président de la République. L'inspecteur général d'État Wandoli Théophile a été intronisé, Nana Ebi II, à l'occasion de cette célébration. Tous réunis, les autorités administratives, politiques, les acteurs de la tradition et surtout les populations pour prendre part à la première session inaugurale du Conseil du district autonome des Savanes. Le Conseil a été présidé par le ministre-gouverneur Issa Coulibaly. La rencontre a porté sur l'adoption du règlement intérieur et la mise en place des commissions permanentes. Le reportage d'Ami Sissoko. Korogo, la capitale du district des Savanes, abrite la toute première session ordinaire du district, présidée par le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur. Ce conseil inaugural est marqué par l'adoption du règlement intérieur et des commissions permanentes à l'unanimité des 43 conseillers présents et représentés, en présence de toutes les forces vives du district. De grands défis de développement à relever pour tous les conseillers ont été aussi annoncés. Nos problèmes sont essentiellement les mêmes. Ce sont des problèmes d'environnement, d'eau, d'éducation, de santé, etc. Et c'est un partage d'expérience qui permettra à notre district des Savanes de pouvoir aller de l'avant. Il est situé presque à quelques dizaines de kilomètres des frontières du Mali et du Burkina Faso. Donc nous attendons encore beaucoup d'activités, beaucoup de projets au niveau de la sécurité pour renforcer encore la sécurité dans nos zones. Plusieurs personnalités étaient présentes, au nombre desquelles la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone. En qualité de conseillère, elle invite ses pairs à s'unir autour du ministre-gouverneur. Je voudrais souhaiter que nous puissions tous, membres du Conseil, nous mettre à la disposition du ministre-gouverneur Issa Coulibaly pour relever les défis du développement de notre district et vraiment que cela puisse se faire dans la convivialité.
Le général Issa Coulibaly saisit l'occasion pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour sa clairvoyance en matière de développement et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, sans oublier d'appeler les cadres et populations à l'union. Nous voulons un schéma directeur qui reflète les besoins des populations à la base. Un schéma directeur participatif qui nous permettra d'amener le développement jusqu'au dernier village, au fin fond de notre district. Il s'agit à terme de faire en sorte qu'aucun enfant ne marche à plus de 5 km pour aller à l'école, aucun malade ne parcourt plus de 5 km pour se faire soigner. Telle est la volonté du chef de l'État. Le district autonome des Savanes regroupe les régions de Bagoué, Poro et Tchologo. Son conseil compte 43 membres, dont 14 désignés par le président de la République, 4 conseillers régionaux et 24 conseillers municipaux. Après le Poro, allons dans la région voisine du Hambol. Parlons de la distribution des sacs appropriés pour des noix de cajou de qualité. Les producteurs ont reçu plus de 224 000 emballages du genre. Une action en prélude de lancement officiel de la campagne de commercialisation de l'anacarde. Les acteurs également sensibilisés sur les bonnes pratiques de récolte. Sorokorodan. Après le défi de la production en quantité de l'anacarde, relevé par la Côte d'Ivoire, le second défi reste la qualité. Pour atteindre cette norme qualité, le Conseil du coton et de l'anacarde travaille sur le terrain. Formation des producteurs sur les bonnes pratiques culturelles, récolte et post-récolte. La qualité de la noix de cajou passe aussi par la conservation de la production dans des sacs jute appropriés. Cette année, la distribution des sacs se fait un peu plus précoce parce que la production elle-même, elle est précoce. Et également permettre aux producteurs un meilleur stockage de leurs produits afin de préserver la qualité. Dans la région du Yambol, ce sont 224 000 nouveaux sacs distribués aux producteurs contre 168 000 en 2022. Tout en saluant la distribution des sacs, les producteurs émettent quelques préoccupations. On est très contents parce que depuis qu'on nous distribue les sacs, on n'a jamais eu de nouveaux sacs comme cette année. Je voulais que cette année, l'anacarde, le prix soit un peu élevé par rapport aux autres années. Le coton n'a pas produit. Le travail de l'anacarde est très compliqué. Toujours dans sa quête d'avoir des noix de qualité, Made in Côte d'Ivoire, le Conseil du coton et de l'anacarde exhorte les acheteurs à respecter le retour des sacs aux producteurs. En plus des 5 sacs que nous leur donnons, on a des gros producteurs. On leur donne 25 sacs supplémentaires pour leur permettre déjà de conserver les premières noix qu'ils ont et de faire des échanges avec les acheteurs toutefois qu'ils viennent prendre leurs produits. Pour la campagne 2022, la région du Hambol a produit 105 000 tonnes d'anacarde. Le prix du kilogramme s'est négocié à 305 francs. La Côte d'Ivoire est le 3e exportateur mondial de l'anacarde avec plus de 1 million de tonnes. En sport, le Mali a connu une entrée difficile dans le CHAN. Le finaliste de la dernière édition a arraché le nul face à l'Angola sur un score de 3-3. Dans le groupe C, les Baréas de Madagascar ont surpris le Ghana 2-1. Voici le résumé de ces rencontres avec Arsène Kwasi, Jean-Sylvain Rissot. C'est un beau spectacle que nous a offert le Mali et l'Angola pour leur premier match de la compétition. Deux grandes nations qui ont démontré qu'elles étaient en Algérie dans l'objectif de remporter le trophée. 3 buts ont été inscrits par chacune des deux équipes. C'est l'Angola qui ouvre le score dès la 12e minute grâce à Depou. Très en vue dans ce match, l'attaquant du Petro s'offre un doublé à la 26e minute avant que le 3e but angolais ne soit de Vira. Mené à chaque fois, les Aigles du Mali trouvent les ressources nécessaires pour revenir dans la partie, comme en témoignent les buts de Sinayoko, Diaby et Koulibaly, couronnés par un score de 3 buts partout, ce qui permet aux deux sélections de s'offrir le point du nul dans cette première journée du groupe D. Les Baréas locaux de Madagascar entament le championnat d'Afrique des Nations de la plus belle des manières. Les hommes de Romuald ont surpris le Ghana, 2 fois finaliste de la compétition. Dès la 11e minute, Kolwana permet aux Malgaches d'ouvrir la marque. Sonnés, les locaux ghanéens tentent de revenir dans la partie, mais se heurtent au portier malgache. 1-0 à la pause. De retour des vestiaires, les Malgaches mettent la pression et corsent l'addition juste après l'heure de jeu grâce à Stiri. À 2-0, les joueurs de la Grande Île croient tenir la victoire, mais se font surprendre avec la réduction du score signé Augustine Agiapong. Malgré ce but, le score n'évoluera plus. 2-1, score final. Grâce à cette victoire face au Ghana, Madagascar prend la tête du groupe C avec 3 points.
Dans le reste de l'actualité, le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, arrêté après 30 ans de cavale. La figure de la Cosa Nostra, il a été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Il a été arrêté dans une clinique de Palerme en Sicile. Le président italien a exprimé ses félicitations aux forces de l'ordre. Sergio Mattarella avait perdu son frère, Pierre Sante, à l'époque président de la région sicilienne, abattu au début des années 80 par la mafia. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h demain, 20h. Retrouvez Marie Langouran. Ce soir, le sage nous apprend qu'un oiseau qui ne bouge pas ne connaît pas les arbres qui portent les meilleurs fruits. Je vous souhaite alors une excellente semaine.